Merci à tous d'être ici présents. Avec nous pour parler des territorialités et des relations avec les régions, Sophie Kommerek, qui est directrice générale de Clermont-Auvergne INP. Bonjour, bonjour Sophie. Margot Lecoeur, présidente de la Fédération des territoires aux grandes écoles. Bienvenue Margot. Jean-François Gérard, vice-président du pôle de compétitivité Accéléra. Je vous expliquerai un petit peu en quoi ça consiste. Sébastien Martin, président du Grand Chalon, donc vous situez les arts et métiers, c'est ça, voilà. Alain Schmitt, directeur de l'IMT Nord-Europe, une école d'ingénieurs. Alors c'est vrai que les grandes écoles ont la particularité, c'est ce qui frappe de prime abord, d'être présentes sur tout le territoire, aussi bien dans des grandes villes que dans des villes un petit peu plus moyennes. Et évidemment, la difficulté est de nouer des relations avec les acteurs locaux, les PME, les entreprises, les régions, les départements. Pas si simple, mais pourtant c'est un enjeu évidemment capital pour les jeunes, pour les étudiants, et puis tout simplement pour le rayonnement de l'école. Alors ma première question, alors peut-être elle s'adresse peut-être à vous, directeur de l'IMT Nord-Europe. Est-ce que la transition écologique, tous les enjeux qui sont dans les agendas finalement des écoles, transition écologique, la mobilité, les circuits courts, etc. Tout ce qu'on demande finalement aux écoles, comment ça se passe? Est-ce que les relations avec les acteurs locaux sont plutôt bonnes vous concernant? Alors je vais vous donner un micro, ce sera peut-être un peu plus simple. Je crois qu'il va y avoir une étude de la CGE d'ailleurs sur ces sujets. Oui, vous avez tout à fait raison. On est sur un sujet extrêmement important. Alors, vous évoquez la présence dans des grandes métropoles, dans des villes moyennes. Nous sommes les deux. IMT Nord-Europe est présente, bien sûr, dans la métropole de Lille, mais également dans 5 villes moyennes, Dunkerque, Valenciennes, Douai, Alençon. Et là, c'est évident. Alors, le rapport au territoire n'est pas le même. À Lille, nous sommes un acteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, parmi d'autres, là où, clairement, nos interlocuteurs sur les territoires, dans les villes moyennes, comptent sur nous et expriment des attentes très fortes. Et quand vous parliez de la difficulté à nouer des relations, elle est évidemment beaucoup plus simple parce qu'il y a une appétence, une volonté, des attentes exprimées. Et puis, manifestement, la compréhension qu'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche peut apporter beaucoup de choses au développement d'un territoire. Est-ce que la thématique transition écologique, transition énergétique est importante? Oui, on voit des mutations en profondeur des territoires sur lesquels nous nous trouvons. Et j'ose même dire qu'aujourd'hui, l'objectif d'être à la neutralité carbone en 2050 est structurant de l'organisation de l'activité économique de nos territoires. Vous pouvez donner un exemple de coopération? On est en train, sur le département du Nord, est en train de se mettre en place quelque chose qui s'appelle la vallée de la batterie vallée pour ceux qui parlent anglais, 8 milliards et demi d'investissements, excusez du peu, sur trois établissements, sur trois usines qui sont dans des villes moyennes, Dunkerque, Lens et Douai. Il est évident que des investissements de cette nature ont un impact considérable sur à la fois les besoins en compétences, en matière grise, en main-d'œuvre, et puis sur le besoin également de structures comme les nôtres qui ont vocation à porter des missions de développement économique des territoires en soutien. Alors, peut-être moins d'ailleurs de ces très grands projets qui arrivent souvent préconçus, voire qui sont des copier-coller d'usines qui existent par exemple en Chine, mais l'environnement, l'écosystème, lui, a à l'évidence besoin de s'adapter. Les entreprises du cru, elles ont vraiment intérêt à s'adosser des établissements comme le nôtre. J'ajoute, lorsque j'évoquais notre mission, notre vocation à faire ces activités de développement économique, il faut savoir que l'Institut Mines Télécom est un ensemble d'écoles sous tutelle du ministère de l'économie et que nous avons précisément dans le décret de création de cet institut la mission de contribution au développement économique, ce que n'ont pas nécessairement les autres établissements. Nous avons, nous, 3 missions, la formation, bien sûr, la science, la production scientifique, mais aussi cette mission de contribution au développement de nos territoires. Merci beaucoup. Sophie Kommerek, vous êtes directrice générale de Clermont-Auvergne INP. Des difficultés à nouer des partenariats avec les acteurs locaux ou c'est plutôt une relation apaisée?
Moi, je suis également en charge d'animer la commission Grandes Écoles et Territoires, donc je vais peut-être plutôt répondre dans ce périmètre-là. Il est clair qu'aujourd'hui, les acteurs de tous les écosystèmes territoriaux se mobilisent, expriment la volonté de travailler ensemble. Et moi, je donnerai l'exemple de la convention juste pour illustrer justement et aller dans le sens du propos, de la convention que la CGE a signée en avril dernier avec le bloc local. Le bloc local réunit 5 associations de collectivités. Et la signature de cette convention inscrit la volonté forte de renforcer, conforter, déployer des coopérations dans l'intérêt des territoires. Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'on aimerait penser que tout se passe très très bien, mais est-ce qu'il y a des blocages justement dans ces coopérations? Oui. Ces coopérations, elles dépendent évidemment de la typologie du territoire, puisque on va avoir la CGE compte 235 écoles réparties sur tout le territoire, et donc pas uniquement dans des métropoles. Et comme ça a été dit, la typologie du territoire, de la région, parce que tout dépend aussi de ce qu'on entend par territoire, impacte forcément dans les paramètres impactants. Il peut y avoir le nombre d'acteurs de l'enseignement supérieur. Il peut y avoir une histoire ou pas préexistante. Il peut y avoir une politique de site qui peut impacter aussi d'une façon ou d'une autre. Il peut y avoir déjà des projets partagés ou pas. Donc voilà, les choses vont être différentes. Important aussi peut-être de souligner que les écoles vont avoir ont toutes des statuts spécifiques, des tutelles différentes, et donc vont être plus ou moins effectivement proches ou éloignées de ces... Le fait que l'école ait un statut public, privé, ESPIG, etc., ça influe beaucoup sur les relations avec le territoire? Ça peut influer sur la relation avec les collectivités, par exemple, ou avec certains acteurs, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a véritablement ce mouvement. On a dépassé un petit peu. Et ce que je peux peut-être donner, c'est 2 exemples d'événements avec participation croisée, qui sont des grands événements. À la fin du mois, va se tenir la 5e édition des Éco-Campus à Grenoble. Typiquement, c'est un événement qui va réunir universités, écoles, collectivités, monde socio-économique, pour véritablement travailler ensemble, trouver des solutions concrètes, innovantes à ces questions de transition écologique et sociétale. Je peux donner un autre exemple qui traduit cette volonté de coopération, d'un événement début juin à Rouen, organisé justement par les associations de collectivités, dont l'objet est, l'intitulé, c'est « Face aux transitions, nouveaux projets, nouveaux contrats ». On est bien dans une volonté de coopération, de se rencontrer pour trouver des... Et vous êtes là aussi pour aider les grandes écoles qui en font la demande, j'imagine? Et on est là pour faciliter la mise en relation, le partage d'expériences, le soutien à des initiatives, à toutes les initiatives, bien sûr. Merci beaucoup. Margot Lecoeur, vous êtes présidente de la Fédération des territoires aux grandes écoles. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer un peu votre mission, parce que qui n'est pas forcément connue, comme vous me l'avez dit juste avant la conférence? Oui, tout à fait. Alors, des territoires aux grandes écoles, c'est une fédération qui regroupe aujourd'hui 53 associations locales, donc qui agit à l'échelle départementale. Et on agit sur 2 biais. Le premier, c'est l'égalité des chances, c'est-à-dire qu'on va voir les jeunes des territoires ruraux pour leur dire que l'accès aux grandes écoles, c'est aussi pour eux, qu'il ne faut pas qu'ils s'autocensurent et qu'ils ne se freinent pas dans leurs études. Et la deuxième partie de notre association, qui est extrêmement importante aussi, c'est le retour au territoire, c'est-à-dire qu'on ne veut pas promouvoir la fuite des cerveaux, mais on veut dire aux jeunes, allez vous former là où c'est le meilleur pour se former, et après, si vous le souhaitez, revenez entreprendre, travailler dans votre territoire pour aider à son développement et augmenter les richesses de là où vous venez. D'accord, c'est un grand enjeu justement parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans une école située parfois à Châlons ou à Valenciennes, etc., qui ne partent pas tous à Paris ensuite pour travailler, parce que le fait que ces écoles soient justement situées dans parfois des petites villes, finalement, c'est pour les collectivités, c'est un enjeu très très important. Comment vous faites justement
Ce qu'on essaye de faire, c'est de resserrer les liens entre justement les étudiants, que ce soit des étudiants qui étudient dans ces villes, moyennes, ou les étudiants qui sont partis faire leurs études à Paris ou dans d'autres grandes villes. Moi, je viens du Pays Basque, donc quand on vient d'Ilsassou, déjà partir à Bordeaux, c'est l'aventure. C'est l'aventure. Mais dans ce cadre-là, on essaye de vraiment d'ancrer les étudiants dans leur territoire par le biais de rencontres avec des entrepreneurs pour leur dire qu'en fait, il y a des offres qui existent dans les territoires et que les offres ne sont pas concentrées dans les grandes métropoles. Il y a plein de... au Pays Basque, on a eu la chance de voir des membres revenir sur le territoire pour créer leur entreprise, par exemple. Donc, il y en a un, il était à l'EDEC, il est parti au Sénégal, il a monté une entreprise pour améliorer le transport de marchandises. Et il y a 2 ans, il a décidé de revenir s'installer en France pour développer son activité en France. Et s'est installé sur la technopole Isarbel, qui est construite en collaboration avec l'ESTIA, qui est donc l'école d'ingénieurs locale, la communauté de communes, etc. Et donc voilà, ça rejoint un peu tous les sujets de la table ronde, mais voilà, c'était pour donner un exemple assez concret de ce que nous on peut aider à faire. D'accord, merci beaucoup. Sébastien Martin, vous êtes président du Grand Chalon, président d'intercommunalité, je ne suis pas forcément dans l'ordre, président d'intercommunalité de France. C'est un enjeu important de faire revenir les étudiants justement à Chalon, voilà, qui ne partent pas aussi. Oui, c'est faire revenir, les garder aussi. Les garder et contribuer finalement au développement du territoire. C'est un peu tout l'enjeu de la conférence. Oui, d'ailleurs, si je suis là ce matin, c'est bien parce que pour les intercommunautés que je représente, qui ont de la communauté de communes à la métropole, c'est un sujet extrêmement important. Et c'est encore plus important dans les territoires dans lesquels je suis élu. Territoire de taille intermédiaire, l'agglomération de Chalon-sur-Saône, c'est 117 000 habitants. Et la présence de l'enseignement supérieur, elle est toute relative. On a 2500 étudiants post-bac. Et sur ces 2500 étudiants post-bac... Ils sont en bachelor, donc ils sont... Non, ils sont dans l'IUT, ils sont à l'ENSAM, ils sont au CNAM, ils sont dans les BTS... Beaucoup sont plutôt dans les BTS d'ailleurs, beaucoup plus dans les BTS que à l'ENSAM, au CNAM et à l'IUT. Pourquoi ? Parce que très souvent dans les villes comme les nôtres, excusez-moi, je vais être un peu brutal, mais on nous a parfois laissé les miettes. On nous a laissé ce qu'on a bien voulu aller chercher et prendre. Et je jette la pierre à personne quand je dis ça. Mais c'est aussi un mouvement qui a accompagné la mutation de l'économie telle qu'on a vécu ces 20 ou 30 dernières années. On est allé vers une économie de plus en plus tournée vers les services. Et les services, l'économie des services, c'était beaucoup plus dans les métropoles. Et c'est logique. J'en veux à personne. Bon. Maintenant, on est engagé dans un mouvement de réindustrialisation du pays. Donc, est-ce qu'à travers ce mouvement de réindustrialisation du pays, on va un peu rééquilibrer les choses d'une certaine manière ? Parce qu'il faut que la matière grise soit à côté du secteur économique qu'il est censé accompagner. Je crois beaucoup à cette idée-là. En tout cas, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une vision négative des choses, mais au contraire dire il est temps de monter dans le train. On va voir. On est à un moment virage. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire à Chalon avec l'ENSAM, avec le CNAM notamment. Et je crois qu'effectivement, l'enseignement supérieur, c'est pas qu'un enjeu de formation, c'est pas qu'un enjeu économique, c'est aussi un enjeu de cohésion nationale et d'aménagement du territoire. Énormément. C'est un peu comme les villes, vous savez, quand il y avait le service militaire, les villes de garnison, et quand la garnison partait, c'était la chute de la ville. Là, maintenant, quand il y a une école qui s'en va, finalement, la ville peut dépérir complètement. Finalement, le développement d'une ville peut ne dépendre que de pour les petites villes. Non, elles ne s'en vont pas, on les fait venir. On les fait venir, oui. Elles ne s'en vont pas, elles ne sont pas encore là. Oui. Mais, donc on les fait venir. Non, mais l'enseignement supérieur dans ces villes, parfois, c'est un enjeu de survie, en fait. C'est un enjeu fondamental aussi parce que, effectivement, vous le dites d'une certaine manière, parfois ce sont des territoires qui ont une démographie un peu vieillissante. Ben oui. Logique. Il y a plus de commerce dans le centre-ville. Si les jeunes ne restent pas, on ne peut pas avoir une démographie qui soit jeune et dynamique. Donc voilà, et pour autant, moi, je pense que il y a plein de choses à faire, et une fois encore, je crois qu'il y a un moment à saisir et une vraie opportunité à saisir.
Merci beaucoup. Jean-François Gérard, vous êtes le vice-président du pôle de compétitivité Accéléra. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Voilà, la mission d'Accéléra. Alors, Accéléra, c'est un pôle... Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un pôle de compétitivité. Oui. Pôle de compétitivité, en fait, c'est un réseau d'entreprises sur une thématique donnée, enfin sur une filière donnée. En l'occurrence, Accéléra, c'est 400 membres qui sont dans le domaine de la chimie, des matériaux, de l'environnement. Oui. Voilà. Voilà. Donc, on voit que c'est les professeurs qui parlent, c'est mon habitude. Mais je suis aussi professeur. Oui, oui, non, mais c'est pour ça. Et donc, je parle d'habitude sans micro. Donc, voilà. Et donc, je suis professeur d'une grande école, l'INSA de Lyon, accessoirement. Voilà. Et donc, je suis un ovni dans le pôle de compétitivité. Pourquoi? Parce que le CNRS, en fait, je porte la participation du CNRS qui a voulu s'impliquer dès le départ, dès la création de ce pôle de compétitivité, dans la gouvernance du pôle, parce que la chimie, c'est quelque part une discipline, mais c'est aussi une industrie, donc c'est pour ça qu'il y a une cohérence dans la participation du CNRS là-dedans. Donc le pôle de compétitivité Accéléra, certes, il est basé à Lyon, mais c'est plus largement la région Rhône-Alpes, mais c'est aussi une vocation nationale, parce que les entreprises de la chimie ont une vocation nationale et internationale. Donc il y a les territoires, mais pas que, en fait, et du coup c'est décliné effectivement sur différents territoires là-dessus. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis assez heureux de participer à cette table ronde sur les territoires, parce que je suis aussi, et Sophie m'a invité à participer à cela, et donc je suis aussi pour le CNRS le territoire de Clermont-Ferrand, en fait. Et donc on a des références scientifiques au CNRS pour chacun des territoires. Et donc moi je suis le site de Clermont-Ferrand. Et donc je vois aussi le site de Clermont. Et je pense que ça rejoint aussi les préoccupations du Nord et de Châlons aussi, avec lequel j'ai un lien particulier, puisque je suis de Saône-et-Loire, donc je sens... c'est qu'on a un vrai intérêt aussi à participer dans les territoires. Moi qui représente le CNRS sur Clermont, je plaide pour qu'on soigne particulièrement les territoires, en fait, aussi. Parce qu'il y a les grandes villes, les grands sites. On parle de Paris-Saclay, etc., ou de Marseille, ou de Strasbourg. Mais il y a aussi une importance grande que de veiller à soigner aussi la présence de grands organismes comme le CNRS aussi sur les sites et pas uniquement particuliers sur les territoires, parce que ces territoires, ils ont aussi des spécificités particulières, ils ont des excellences scientifiques aussi, et qui ne sont pas reliées forcément à la taille des villes et des lieux dans lesquels on est. Donc je pense que c'est particulièrement important de voir qu'aujourd'hui, même vu de Paris, vu d'organismes comme le CNRS, mais aussi de pôles de compétitivité qui représentent les entreprises qui sont en fait pas seulement sur un territoire sur lequel elles sont implantées, leur bureau est implanté, les territoires sont particulièrement importants en fait, parce qu'ils ont des spécificités, ils ont des excellences à la fois industrielles, scientifiques, de formation, etc. Et c'est vraiment important tout ça. Pour répondre à la question... Est-ce qu'il y a des freins justement à cette collaboration entre public, privé, universités, grandes écoles? Est-ce que pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne mieux? Parce qu'on est là aussi pour faire avancer le débat. Et est-ce que pour vous, vous qui voyez un peu finalement, on parlait d'écoles à statut différent, des acteurs publics, privés, des entreprises. Pour vous, est-ce que ça fonctionne bien et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça fonctionne mieux? Je pense que ça fonctionne bien, mais ça pourrait fonctionner encore mieux finalement, parce que en fait, la problématique des entreprises, par exemple, si je prends l'exemple de la chimie, on le sait peu, mais c'est plus de 90% des entreprises, c'est des PME et des TPE. C'est pas les Solvay, Arkema, etc.
c'est de petites entreprises. Et en fait, des pôles de compétitivité, la participation des grandes écoles, comme l'enseignement supérieur en général, et des grandes écoles à des pôles de compétitivité, c'est une manière d'entrer dans ce réseau. Dans un réseau d'entreprises. Dans un réseau d'entreprises auquel elles n'ont pas accès si facilement, parce que nos élèves, donc je dis non parce que moi j'en ai aussi, les élèves des grandes écoles, en fait, ils ne pensent pas PME. Ils pensent grand groupe. Ils pensent grand groupe. Et finalement, il y a tout intérêt des écoles à participer à ces réseaux, qui sont des réseaux qui permettent d'aller au plus fin, en fait, au plus petit des entreprises, dans lesquelles il y a les emplois. En fait. Les emplois ne sont pas dans les grands groupes, ils sont dans les grands groupes. Aussi. Ils sont dans les grands groupes, mais ils ne sont pas que dans les grands groupes. Et aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, on a en fait besoin d'avoir cette connaissance en fait, Vous permettez finalement de reconnecter les entreprises, les grandes écoles, je veux dire, qui sont donc parfois dans les petites villes, aux PME locales, et qu'elles remplissent leur mission finalement d'être d'irriguer le territoire. Tout à fait. Alors, les PME sont distribuées dans les territoires de manière importante, en fait, et pas seulement dans les grandes villes. Et donc, il est important, en fait, que les grandes écoles, participent à ces réseaux, à ces systèmes, à ces écosystèmes de l'innovation, finalement, pour pouvoir accéder, finalement, à des entreprises auxquelles elles n'auraient pas directement contact. Et l'époque post-confinement, l'époque post-confinement, où il y a beaucoup de gens finalement ont quitté les grandes villes pour aller plus à la campagne, travailler à distance, etc. Est-ce que ça a favorisé justement le fait que des étudiants on se sont dit finalement, est-ce qu'on pourrait créer notre entreprise sur ces territoires? Est-ce qu'on pourrait travailler dans une PME? Est-ce qu'il y a eu un changement post-Covid? C'est un peu une question bateau, mais voilà, est-ce qu'il y a eu un changement de... alors, je ne sais pas qui veut répondre. Oui. Je veux bien. Excusez-moi, j'aimerais que... on n'est pas juste un parc d'attractions, quoi. Où c'est super, c'est joli, on a une petite maison et puis on fait du télétravail depuis ces territoires, mais ce qui est important se passe ailleurs. D'ailleurs, moi, je lutte plutôt contre cette idée-là. Si le seul projet qu'on peut porter dans les villes intermédiaires, dans les territoires intermédiaires, c'est un projet de résidence secondaire, alors ça sert à rien. À rien. Le vrai projet, c'est est-ce qu'on a un projet de vie? Et ce que l'on a à défendre, nous, auprès de tout le monde, de ces gens-là, notamment de toutes celles et tous ceux qui pourraient se dire j'ai un avenir à construire, c'est de faire la démonstration que oui, parce qu'on a un tissu économique, parce qu'on a une ambition, un projet pour notre territoire, et dans ce cas-là, oui. Mais si c'est juste pour les pâquerettes et les bonnes bouteilles de Bourgogne, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En tout cas, ça permet pas de construire les choses dans la durée. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, qui a montré que la horde d'urbain vers le rural au sortir du Covid, certes, ça avait un peu existé, mais que c'était quand même pas un phénomène majeur. Loin de là, bien au contraire. Non, il faut... ce que l'on a à défendre, c'est un modèle de développement qui propose de s'appuyer effectivement sur plus de matières grises, et on a besoin du coup de vous pour ça. Voilà, on a besoin de vous pour ça, les grandes écoles pour ça, pour créer de la valeur sur les territoires, créer de la valeur ajoutée, parce que si on ne crée pas de valeur, on peut se raconter tout ce qu'on veut, il n'y a pas de modèle de développement valable pour le territoire. Il est là le vrai sujet. Alain Schmitt, comment vous voyez l'avenir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que les rapports avec les universités, par exemple, on n'a pas beaucoup parlé finalement? Si vous me permettez, je voudrais une minute rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que oui, je rejoins complètement cela. Nous ressentons très fort aussi que les pouvoirs publics locaux, dans ces villes moyennes, ne veulent pas devenir des villes dortoirs. Et effectivement, ce qu'elles souhaitent, c'est que nous puissions accompagner une dynamique de création d'activités. Ce qui fera que nos ingénieurs diplômés restent sur le territoire, c'est pas que la vie est agréable, c'est qu'il y a une activité économique, des entreprises qui se développent, qui bougent, et c'est bien ça l'enjeu. Et je complète en disant que il y a parfois une incompréhension, et parce que notre
premier apport, le plus important pour les territoires, n'est pas ce que nous faisons à travers notre mission de formation. Au point que, quelquefois, des élus nous interrogent en disant « Mais pourquoi on vous soutient, puisque vous formez finalement peu d'élèves locaux, nous on recrute 10 à 15% d'élèves de la région Hauts-de-France dans nos écoles. Nous avons des concours nationaux, nous recrutons au niveau national. » Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes rêvent d'un parcours professionnel dans les grandes entreprises. Ils n'ont pas forcément envie de rester sur le territoire. Donc, les partis disent, mais pourquoi on finance? Vous ne formez pas les jeunes du cru et ils ne restent pas nécessairement ensuite. Donc, ça montre bien que ce qui est important, c'est d'abord, quand on avance un petit peu, bien sûr, nous avons leur soutien, ils se disent oui, finalement, c'est quand même très important d'avoir un établissement qui a de la notoriété, qui impulse quand même une dynamique. Un rayonnement national. Ne serait-ce que par sa présence aussi. Mais c'est vrai que l'année dernière, notre activité de contrat de recherche avec le monde économique était autour de 8 millions d'euros. Et donc c'est bien ça, et c'est bien là aussi que nos interlocuteurs, alors les responsables des pouvoirs publics, mais surtout l'écosystème industriel, les entreprises se rendent compte et par ricochet finalement font en sorte que nous obtenions l'appui, le soutien, y compris à des financements, à des investissements dans des créations de laboratoires dans nos écoles. Voilà. C'est le gros reproche même pour les écoles de commerce avec les chambres de commerce finalement de dire on vous finance mais finalement vous servez à rien. C'est bien pour ça qu'il faut bien voir l'ensemble de nos missions et pas uniquement la mission de formation. Ouais, d'accord. Sophie Commer, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus sur le fait de former des jeunes qui vont créer leur entreprise, travailler dans les entreprises locales et développer justement ces territoires? C'est quand même le gros enjeu. Oui, parce que je voudrais effectivement rebondir. Et il est absolument indispensable que l'on considère dans l'impact d'une grande école sur son territoire, son empreinte globale. C'est-à-dire qu'effectivement, elle va recruter, comme ça a été dit, pas forcément localement. Pour autant, elle va recruter des jeunes, et hier, ça a été très clairement exprimé, qui vont s'engager, qui vont participer à la vie locale au travers d'une vie associative, au travers de relations que nos étudiants établissent aussi avec les plus jeunes sur le territoire, sur un certain nombre d'actions que l'on mène. On a évoqué hier les coordonnées de la réussite. Je vais évoquer un autre programme qui est porté par le groupe INP aujourd'hui, qui consiste à accompagner des jeunes de BTS vers les études supérieures. Et donc là, vers les grandes écoles. Comment ? Et vers les grandes écoles. Et vers les grandes écoles, et vers nos écoles aussi, mais ouais. Pas uniquement. On est bien là sur une action extrêmement tournée sur l'académie, donc sur le territoire. Et donc finalement, ces jeunes qui vont peut-être passer seulement quelques années dans leur école et donc sur un territoire, ils sont tout à fait... ils vont devenir des ambassadeurs. Et je crois qu'on a du mal à faire passer ce message-là. C'est-à-dire que certes, ils vont peut-être repartir, mais ils reviendront, comme ça a été dit. Et puis pour ceux d'entre eux qui vont porter un projet entrepreneurial, un projet de création d'activités, ils vont beaucoup plus naturellement s'installer sur le territoire qui les a formés parce qu'ils y ont été accompagnés, parce qu'ils ont un réseau, parce que ce territoire est prêt à les accueillir. Donc, est-ce qu'il y a des indicateurs de savoir l'impact dans le territoire, par exemple? Est-ce que les grandes écoles calculent le nombre de gens qui s'installent, qui vont travailler, le nombre d'entreprises créées dans la région? Est-ce qu'il y a... Alors, je pose peut-être une question un peu bête, mais est-ce qu'il y a des indicateurs qu'on peut suivre d'une année sur l'autre? C'est difficile, c'est un chantier que l'on a engagé justement. Ou des quotas, même le nombre de gens qui viennent de la région qui sont dans cette école. Oui, on suit les flux, le nombre, en pourcentage, le nombre d'étudiants que l'on recrute de la région hors région et le nombre qui s'installent dans la région et qui repartent. Mais vous n'avez pas de quota. Vous n'avez pas de quota. Non. Il faut raisonner plus globalement que cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cet impact qui peut aussi se mesurer par un certain nombre d'outils qui existent, qui est plutôt un impact économique qui ne reflète pas non plus l'intégralité de cette empreinte sur le territoire. C'est quelque chose dont on s'est emparé dans un groupe de travail de la commission Grandes Écoles et Territoires, mais qui est difficile à mesurer. On est beaucoup plus, on a
des informations qualitatives, c'est un petit peu difficile de le chiffrer, mais c'est très important parce que effectivement, ça peut donner lieu à des biais d'appréciation, en tout cas des visions un peu incomplètes que l'on peut avoir de l'empreinte d'une grande école sur sa région. Comme je fais les classements, c'est un peu une déformation. J'aime bien quand il y a des données chiffrées. mais ce serait bien d'avoir, quand même, de savoir, de pouvoir suivre. Est-ce qu'on fait mieux qu'avant? Est-ce que ça progresse? Oui, on fait mieux qu'avant, mais on considère surtout plus globalement les choses. Et ça, c'est difficile de le chiffrer, avec peut-être des indicateurs. En tout cas, on ne les a pas forcément de façon partagée aujourd'hui. Des étudiants qui vont s'impliquer dans la vie associative. Aujourd'hui, on voit des projets assez innovants en termes de logements étudiants, avec des logements intergénérationnels. On est aussi sur quelque chose de partagé, mais voilà, comment mesurer? Il y a tout un champ d'actions partagées qui sont quelquefois non visibles. Est-ce qu'on, par exemple, là aussi, je ne sais pas qui peut répondre, mais est-ce qu'on a une idée, par exemple, du chiffre d'affaires généré par la présence d'une école pour l'économie d'une ville, par exemple? Je ne sais pas si... est-ce que vous le calculez, là aussi, ce genre de choses? Ouais. Parce que ça doit être incroyable, enfin, il doit y avoir un avant et un après, enfin, pour une petite ville, c'est... Alors, c'est très, très difficile. Ce que nous suivons déjà, c'est, je vous disais, notre activité directe en partenariat avec ce monde économique, qui peut atteindre des montants assez significatifs. Maintenant, quant à savoir, effectivement, ce que ça infuse dans le reste de l'économie locale, je ne vois pas très bien comment... alors, s'il existe des outils de mesure, on ne les a pas déployés. Nous sommes certifiés ISO 9001, donc on a une culture de l'indicateur. On s'efforce de suivre, d'une part, de manière quantitative, le nombre de relations avec le nombre de partenariats avec des entreprises, et en distinguant grandes entreprises et petites et moyennes, parce que je pense qu'effectivement, c'est important que nous ayons cette contribution. Si les élèves ne restent pas nécessairement après leur diplôme, pendant qu'ils sont en formation, en tout cas, ils apportent beaucoup, et en particulier à cet environnement économique de petites et moyennes entreprises du territoire. Mais ensuite, nous avons également une enquête de satisfaction annuelle que nous faisons à destination de nos partenaires entreprises, avec, bien sûr, je dirais, l'aspect classique quantitatif, est-ce que très satisfait et très insatisfait, avec, du coup, s'il y a l'expression d'une insatisfaction, une démarche proactive visant à comprendre ce qui s'est passé pour essayer d'améliorer. Et en tout état de cause aussi, des questions ouvertes qui permettent peut-être d'exprimer sur ce qui est souhaité, ce qui est souhaitable pour améliorer. Poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Je crois que ce sont les entreprises les mieux placées pour, à un moment donné, nous dire ce qu'elles ressentent et ce qu'elles pourraient avoir pour aller un petit peu plus loin. D'accord. Sébastien Martin, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il y a l'EM Normandie qui a fait un calcul, qui a dit 1 euro investi dans l'école génère près de 17 euros d'impact financier direct et indirect pour le territoire où elle se trouve. Je sais pas si ça répond à votre question, mais je pense que ça y répond. Je peux garder le micro? Oui, tout à fait. Merci. Je voudrais peut-être juste avoir un mot... Donc 1 euro investi dans l'école... C'est 17 pour le territoire. 17 pour le territoire. Et parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, je pense, sur le thème de cette table ronde, c'est comment ça peut marcher vraiment, effectivement, entre nous. Parce que je comprends les difficultés qui sont les vôtres aussi, à la tête de vos établissements. On en parlait tout à l'heure avec Laurent Champanet. Il dit, c'est super, vous développez plein de trucs à Châlons, mais moi, mes heures de prof, elles ne sont pas extensibles à l'infini. Ensuite, les enseignants, comment est-ce qu'on fait? Parce que, beaucoup viennent de Dijon ou de Lyon. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils viennent jusqu'à Châlons? Ensuite, vous êtes bien sympa, vous voulez faire plein de trucs, mais en réalité, vous n'êtes pas des vraies villes étudiantes, il y a rarement un campus, comme il y a dans les villes universitaires. Donc comment est-ce que vous travaillez pour faire campus? C'est des choses sur lesquelles on travaille, effectivement. Comment est-ce qu'on essaye de faire campus? Parce que souvent,
On a l'IUT qui est à un endroit, on a l'Institut Image qui est à un autre, on a les étudiants qui sont dans des PTS ou dans des lycées pro qui sont encore à d'autres. Et tout ça n'est pas dans une magnifique cité universitaire comme ici. Tout ça est réparti dans plein d'endroits. Et donc, comment est-ce que vous travaillez pour faire campus? Problématique de logement, là, c'est notre grande force. Parce que se loger chez nous, c'est pas cher. C'est beaucoup moins cher. Voilà. C'est beaucoup moins cher. Et puis, notre deuxième grande force, c'est l'inclusion économique et de savoir avec vous précisément sur quoi on travaille. Il faut avoir la responsabilité de se dire qu'on n'aura pas tout dans toutes les villes. Enfin, il faudrait être fou pour dire des choses pareilles. Il faut avoir des ambitions qui sont clairement axées sur la réalité économique du bassin de vie dans lequel on se trouve. Moi, à Châlons, j'ai 25% de l'emploi qui est industriel. À 20 km à côté, j'ai le Creusot, 35% de l'emploi est industriel. Je n'irai pas dire où est l'anomalie. À Dijon, 15% de l'emploi est industriel, les écoles d'ingénieurs sont à Dijon. Et la plupart des étudiants ensuite viennent faire leurs alternances à Châlons ou au Creusot. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on doit essayer de construire raisonnablement avec vous les meilleures filières d'enseignement supérieur qui correspondent aux réalités du terrain dans lequel on s'inscrit et de la capacité, du coup, à proposer un avenir. Mais à condition qu'on construise avec vous des parcours qui vont du bac jusqu'à bac plus 5. Si c'est juste pour faire du bac à bac plus 3 ou avoir le plus 4, plus 5, mais pas avoir le 1, 2, 3 avant, enfin des choses comme ça décousues, ça aboutira à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que soit ils partent avant, soit ils partent après, soit de toute façon ils ont construit leur vie avant, soit ils la construiront après, et ils ne resteront pas. Si on n'est pas capable, dans les territoires, de proposer un vrai parcours global qui part du bac jusqu'à Master 2, en disant, ou diplôme d'ingénieur, en disant clairement, voilà le parcours qu'on vous propose, et si vous rentrez là en première année, dans cette ville moyenne qui ne vous faisait pas rêver, mais que vous avez à la fin la possibilité de sortir avec un très beau diplôme d'ingénieur de l'ENSAM, ben là vous vendez autre chose. Et qu'en plus il y a le lien avec le tissu économique parce que vous avez du Framatome, parce que vous avez du Air Liquide, parce que vous avez des boîtes qui travaillent dans le nucléaire, dans la transition écologique, dans tout ce que vous voulez. Alors là, et qu'en plus vous essayez de travailler à faire campus avec vos établissements, que vous réunissez, vous faites des conférences des chefs d'établissement, tous les 2-3 mois, on réunit les chefs d'établissement, on étudie leurs problématiques ensemble, alors vous commencez à pouvoir faire quelque chose d'intéressant et on peut réussir quelque chose ensemble. Mais j'ai bien conscience, vous avez bien conscience les élus, que si on vient juste vous voir en disant il faut nous implanter des diplômes, c'est vraiment pas suffisant dans la démarche. Je pose peut-être une question Mais implanter justement, par exemple à Châlons, des formations, vous parliez de logement, vous parliez d'avoir un même campus, parce que pour avoir tous les étudiants au même endroit, il y a aussi toute la partie vie associative, culturelle, qui est aussi très importante, j'imagine, pour attirer des jeunes. Enfin, on ne peut pas oublier qu'on parle de jeunes qui ont une vingtaine d'années. Vous voulez justement, comment ça se passe pour... parce que c'est... Alors, il n'y a personne du domaine culturel ici, mais pour justement donner envie, quoi. Parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est bien, mais il faut aussi donner envie aux jeunes d'être là, quoi. Alors, ça s'éloigne un peu de... Oui. Mais si, je pense que c'est quand même important. Oui, tout à fait. Je pense que au-delà de l'aspect culturel, etc., l'aspect vie associative, vie étudiante, interagir les différentes écoles d'un même territoire. J'ai un membre de l'association qui était à l'université technologique de Belfort-Montbéliard. Donc, en venant de... pareil, c'était un jeune basque, donc en venant du Pays basque, Belfort, ça paraît très très loin, mais il a passé 5 ans merveilleuses grâce à l'intégration sur le campus, l'intégration avec les autres écoles du territoire. Ils ont pu visiter énormément d'entreprises dans le bassin. Ils ont... aujourd'hui, ils travaillent sur... il m'a expliqué largement donc sur un champ avec que de l'électricité à l'hydrogène. Participer à des actions avec des événements sur les territoires. J'ai l'impression dans les territoires, quand il y a des événements, les écoles participent beaucoup plus facilement entre public, privé, etc. C'est assez beaucoup plus dynamique finalement qu'en région parisienne, j'ai l'impression. Tout à fait. Et puis même, ils avaient organisé un festival où toutes les écoles du territoire étaient les bienvenues, etc. Donc je pense que c'est tout ça aussi qui fait
qu'une école peut attirer les jeunes, peu importe où elle est, parce qu'après, bon, prendre un train pour aller voir une exposition particulière à Lens ou à Paris, c'est assez facile. Donc en soi, l'accès à la culture, elle pourra toujours être améliorée, mais je pense que vraiment la vie associative et étudiante est extrêmement importante dans ces écoles. Ouais, moi j'ai remarqué que quand on sort de la région parisienne, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de connexions entre les écoles. Moi je l'ai vu à Lyon par exemple. Quand il y a des événements, il y a l'INSA Lyon, il y a Centrale Lyon, etc. C'est beaucoup plus fluide ces collaborations entre, enfin j'espère. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on a l'impression que tout est merveilleux? Est-ce qu'il y a quels sont les blocages? Et puis ensuite, je pense que on pourra donner la parole aux grands témoins, mais est-ce que pour vous, c'est quoi le blocage numéro 1 qu'il faut dépasser? Alors, je ne sais pas, je vous donne la parole. Attendez, oui, voilà. Je la prends, mais je reviens sur ce que vous disiez, sur l'adéquation, finalement, des formations proposées avec les territoires. Et je prends ma casquette CNRS à ce moment-là. On a des territoires où on a vraiment de l'excellence. Ça peut paraître vraiment le chose, mais Limoges, par exemple, c'est la place mondiale en fait pour les céramiques industrielles. Ouais. J'arrive pas à vous faire dire des choses difficiles ou compliquées. Non. Tout a l'air merveilleux. Je passe aux choses positives. Oui. Il y a des territoires qui sont des territoires d'excellence, en fait. Et du coup, où il y a une adéquation économie, territoire, formation, etc. Et c'est vraiment important. Je prends un autre exemple, Nice, par exemple, sur les substances naturelles, c'est le lieu d'excellence mondiale, en fait, de la recherche et de la formation. Donc on a vraiment, en France, je pense, quand il y a cette adéquation, les territoires n'ont pas de problème, finalement. C'est vrai qu'à certains endroits, quand on veut faire tout, en fait, on peut pas, on se trompe. Et c'est là qu'il y a une vraie difficulté. Moi, je viens du fin fond du Charolais, donc je parle en personne des territoires. Et je suis maintenant au CNRS à Paris. Et je vois cette difficulté, et c'est pour ça que je rejoins aussi les problématiques des jeunes aussi, pour aller vers l'enseignement supérieur dans les territoires. Il y a réellement, en fait, besoin d'avoir une formation et des écoles qui sont en adéquation avec le territoire. Sinon, ça ne marche pas. D'accord. Ça ne marche pas. Donc, gardons les... Je suis aussi un enseignant-chercheur et je sais que attirer un enseignant-chercheur dans un territoire pour lequel il n'y a pas cette adéquation-là, eh ben, c'est mort d'avance. Donc, il faut garder les classes préparatoires de proximité. Oui, mais parce que... Non, pour faire le lien avec l'actualité. Oui, ça, c'est sûr. Mais après, implanter de grandes écoles ou des universités, etc., dans des territoires où il ne va pas y avoir adéquation, vous n'allez pas pouvoir attirer en fait, des enseignants-chercheurs de qualité, parce que leur évaluation dans leur corps ne passe pas par là, en fait, ne peut pas être réalisée dans ces territoires. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. En fait. Oui, c'est la réalité. Et c'est vraiment la réalité. Je pense qu'il y a une adéquation à avoir. Et quand on a en fait un territoire, une économie du territoire et une excellence du territoire reconnue dans certains domaines, il n'y a aucun problème en fait pour pouvoir faire. Vous, c'est difficile d'attirer des enseignants, tout simplement, dans les. C'est un combat de tous les jours avec Laurent Champanet. Je me bats tous les jours. C'est insupportable. Vous les attirez avec le loyer pas cher. Je laisse la parole à Gilbert qui trépigne. Qui trépigne. Allons-y. Sophie, on se connaît depuis trop longtemps en fait, c'est ça. Sophie, juste pour dire que la contribution des écoles au territoire est très documentée avec le BSIS. Vous connaissez tous, la FNEJ produit un document et toutes les écoles passent au BSIS et c'est même un événement d'évaluation puisqu'entre les étudiants qui viennent sur site, qui louent des appartements, qui dépensent de l'argent, qui font la fête, qui font la teuf puisque les étudiants on l'a dit hier, ils passent leur temps en soirée, et c'est tant mieux parce qu'il y a bien une vie après l'école. Ils font la fortune des débits de boissons. On n'a pas le droit de le dire. En tout cas, les écoles qui ont interdit l'alcool, les directeurs souvent ont été malmenés, mais en tout cas, ils avaient pris souvent des bonnes décisions. À l'extérieur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais dans l'école, en tout cas. Donc ça existe. Donc de l'ordre de 1 à 17, parfois c'est beaucoup plus pour certaines écoles qui sont beaucoup
plus grosse. Une question qui nous est destinée, Sophie. Les classements ne desservent-ils pas les écoles provinciales? Alors, Sophie et nous, on a fait des classements toute notre vie, on continue. C'est notre croix. C'est pour nous la question, tu crois? Oui. Bah non, ça dessert pas puisqu'ils sont classés, ils sont bien classés. S'ils sont non, honnêtement, de toute façon, finalement, quand on regarde même le classement des écoles de commerce, il y a plus d'écoles hors Paris. Donc, oui. Puis HEC, c'est en province, de toute façon. HEC, on peut pas dire que ce soit à Paris. Donc, en fait, en gros, il y en a. Vous êtes déjà allé à HEC, faut y aller. Il y a l'ISG, oui, il faut aller à Jouan-Joseph. Parfois, c'est possible d'aller à Lyon. Une fois que vous êtes au RER, il faut encore un petit délai. Donc, non. Oui, non, moi, je pense pas que c'est au contraire, ça fait connaître les classements, font connaître des écoles. Non, bien je pense que ça permet de faire connaître des écoles auprès des étudiants de classe préparatoire ou même des familles et ça participe à la connaissance. Donc non, moi je pense que ça permet de développer ces écoles, au contraire. Moi je trouve que je suis évidemment, je fais des classements depuis longtemps et je trouve qu'il y a un intérêt pédagogique. Les gens me disent bah oui mais ça change pas tellement d'une année sur l'autre. C'est toujours HEC qui est première et oui. Oui, mais vous, peut-être, vous savez qu'HEC est première. Mais je peux vous dire que dans beaucoup de familles, les gens ne savent même pas ce qu'est HEC. Donc, restons modestes. En fait, chaque famille est une nouvelle famille qui découvre l'univers des grandes écoles. Pour vous, évidemment, c'est votre quotidien depuis des années. Mais il faut savoir que vous allez dans la rue et vous demandez c'est quoi je sais pas, Centrale ou c'est pas. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Et puis, je sais, j'ai une fille à Centrale et au début j'étais vraiment hyper fière. Je disais oui, ma fille à Centrale. Et les gens me disent c'est quoi Centrale? Et la gare Centrale. J'étais humiliée en fait. Du coup, je me suis dit ah oui, en fait, les gens ne se connaissent pas du tout l'univers des grandes écoles. Donc restons modestes. Ces classements participent à la connaissance des grandes écoles auprès du plus grand nombre. Et c'est ça notre but. J'en parlais avec Olivier il y a quelques instants. C'est bien de la stabilité parce qu'on sait que chez les ingénieurs, ça a bougé un peu quand les classements faisaient comme ça. Il y a beaucoup d'écoles qui ont dit faut arrêter le délire. Donc la stabilité, ça a quelque chose de bien. Et puis une école peut pas dévisser ou remonter de manière exponentielle. Oui, moi évidemment, si je mets Polytechnique en dernier, ça va être un peu... Ça n'arrivera jamais. Mais vous voulez des problèmes Allez, voilà. on est pas mal. On passe au grand témoin. Ben oui, alors, est-ce que Fiona est en ligne? Ça va être rock'n'roll, si c'est Hugues qui le dit, en plus. Il y a des manips un peu. On a reçu peu de commentaires sur. Ça veut dire que, tu sais, quand on reçoit peu de commentaires, ça veut dire que le débat était de très haut niveau. Oui, bah écoutez, ça veut dire que, merci à tous les intervenants, puisque vous avez. Les intervenants étaient évidemment très calés. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que non, mais en tout cas, on a invité des gens qui ont dit des choses sensées, intéressantes, passionnantes. Oui. Est-ce qu'on a le son? Oui. Un micro. Est-ce que ça va sur le son et l'image? Vous entendez? Bon, bah, très bien. C'est tout bon? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est effectivement un peu particulier de vous rejoindre comme ça, sans forcément bien vous voir. Mais par contre, j'ai quand même réussi à capter l'essentiel des discussions qui ont été quand même très intéressantes. J'ai la lourde tâche de conclure cette table ronde. Alors, on voit qu'on a évoqué beaucoup de choses. Et je contribue, en fait, au travers de deux chaires, la chaire territoire en transition et la chaire de paix économique, autour effectivement de la création de synergies sur les territoires, comment on arrive finalement à faire commun pour avancer en faveur de la transition socio-écologique. Alors, on voit bien qu'effectivement, on a abordé quand même beaucoup de sujets et je vais pas simple. Enfin, mon enjeu ici, c'est pas d'être exhaustif sur l'ensemble de ce qu'on a pu se dire sur cette table ronde, mais je vais peut-être m'arrêter sur 3 points qui sont faits en chantier pour penser le lien entre les écoles et leur territoire. Et on voit bien que les chantiers aujourd'hui, ils sont encore nombreux. Il y a déjà énormément de choses qui sont de partenariat pour rapprocher les écoles des territoires. On voit bien qu'il y a une dynamique autour de ça, mais qu'on n'a pas encore exactement, on va dire, les formules magiques qui permettraient d'aller encore plus loin à l'heure où on sait bien qu'aujourd'hui, ces synergies, en fait, elles sont essentielles à l'heure de la transition socio-écologique. Alors, mon premier point, il réfère à qu'est-ce
qu'est-ce qu'on vise en fait collectivement? Finalement, qu'est-ce qui compte dans cette relation entre les écoles et les universités? On voit bien que quand on pose cette relation-là, en fait, ça vient interroger c'est quoi nos finalités communes sur les territoires. Et on a évoqué ce matin plusieurs vocables. On a évoqué le vocable de développement, on a parlé d'excellence, d'impact, de valeur, de cohésion sociale. Et on voit bien que tous ces vocables, ils sont loin d'être neutres. Et à l'heure de la transition socio-écologique, ils nous interrogent sur vraiment c'est quoi les priorités dont on veut se doter à l'échelle des territoires. Qu'est-ce qu'on met, par exemple, derrière l'excellence? Qu'est-ce qu'on met derrière l'impact? Et on voit bien que la réponse ne va pas forcément être la même pour l'ensemble des acteurs, ce qui nécessite finalement d'accroître l'interconnaissance entre les acteurs, ça a été souligné, notamment accroître l'interconnaissance entre des acteurs du monde économique qui sont peut-être de taille plus modeste, par exemple, et les écoles, et effectivement les transformations qui sont en cours au niveau des écoles. Mais ça demande aussi d'interroger une articulation qui n'est pas complètement simple à saisir, qui est l'articulation entre des projets de vie, que ce soit celle finalement des étudiants, celle des enseignants aussi, comment les attirer finalement dans certains territoires, dans certains lieux, et ce qui va être le projet de territoire. Et ça, pour moi, ça réfère à une question qui est quand même une question clé, qui est derrière ce qu'on peut appeler les questions de bien vivre, de bien-être soutenable. Comment on arrive justement à articuler ce projet de territoire en faveur finalement d'un bien vivre, des organisations, des enseignants, des étudiants, etc. Ça, c'était mon premier point, qui amène finalement à se dire, c'est quoi qui compte? Et du coup, comment on va le prendre? Ce qui sera un autre point sur lequel j'irai. Deuxième point, on voit bien que là s'ouvre un chantier pour arriver à saisir qu'est-ce que fait le territoire et qu'est-ce qu'est le territoire. Et ça a été bien souligné à différents niveaux et vraiment les interventions ont été extrêmement complémentaires. Alain Suite, par exemple, nous a dit qu'il y a de multiples rapports au territoire. Sophie Commereux nous a dit, mais en fait, il y a une multidimensionnalité du territoire, il y a différents acteurs, il y a une histoire de ces territoires-là. On a parlé de l'ancrage sur les territoires, que ce soit l'ancrage des étudiants ou l'ancrage, par exemple, des enseignants. Et on voit bien ici, du coup, on n'a pas un territoire, mais en fait, on a des territoires. On a des territoires avec chacun leur spécificité particulière, c'était souligné par Jean-François Gérard, et ça demande finalement une chimie particulière pour penser ce qui va être la réalité économique de ces territoires et l'adéquation entre ce qu'on développe du point de vue de l'enseignement et de la recherche et ce qui va être effectivement les besoins de ce territoire spécifique. Et donc, ici, on voit bien qu'on n'a pas un territoire qui se résume à une entité administrative, mais on a un territoire qui est pluriel. Nous, on a développé une grille, en fait, qu'on appelle Beaux-Arts, et qui dit, en fait, le territoire, c'est 4 grandes composantes. C'est quoi? C'est finalement une dimension matérielle qui importe beaucoup. Qu'est-ce que véritablement on a comme ressources sur le territoire? C'est une dimension qui va être une dimension administrative. On voit bien qu'il y a un lien à tisser et à entretenir avec, par exemple, les collectivités locales. C'est une dimension aussi symbolique, historique. Il y a des savoir-faire, il y a des trajectoires spécifiques du territoire. Et puis, c'est également une dimension relationnelle, organisationnelle. On a des écosystèmes qui sont dynamiques et qui vont effectivement se muter au fil du temps. Alors, ici, on voit bien qu'accroître du coup son impact territorial, c'est déjà essayer de penser ce territoire multiniveau et ses interdépendances. Et pour le moment, on n'est pas totalement bien outillé pour les saisir, ces interdépendances, même si on voit bien qu'il y a quelque chose d'essentiel ici qui se joue dans la participation au réseau, dans penser un modèle de développement avec les acteurs, dans le fait de se dire, mais il y a effectivement des relations sur un territoire, mais ces relations sur un territoire doivent être pensées avec finalement des contraintes qui sont plus larges, nationales, internationales, et doivent être pensées aussi dans ce qui peut être un bien commun entre territoires.
Et donc ici, on voit bien qu'il y a aussi une réflexion sur les interdépendances dans le territoire, mais aussi les interdépendances au niveau de l'ensemble des territoires. Et c'est là où je pense qu'effectivement, la CGE joue un rôle quand même essentiel dans cette interconnaissance des territoires et des écoles. Mais quand on dit finalement, il y a sur les territoires en fait, des valeurs et il y a des territoires qui vont être saisis plus ou moins de manière plus ou moins administrative, plus ou moins organisationnelle par les acteurs, ça veut dire finalement qu'on n'a pas une vision qui serait homogène à chacun des acteurs de ce que serait le territoire et qu'il n'y a pas aussi une seule bonne stratégie de développement territorial ou un seul projet de territoire qui vaut. Ça amène en fait une difficulté particulière sur un des champs qu'on a invoqué un petit peu plus tardivement dans la discussion, qui est le champ de l'évaluation. Et qui est un champ qui, pour ma part, m'importe beaucoup, puisque c'est un champ qui est au cœur de mes recherches. Et quand on s'interroge finalement sur les bonnes conditions de ces synergies, du développement de l'écosystème, on va très vite sur cette question des indicateurs. En préambule, je pense qu'il y a déjà une clarification peut-être à apporter qui est vraiment essentielle pour arriver à cheminer collectivement sur cette question de la création de valeur et sur cette question finalement des indicateurs qui est une sous-question à la question d'évaluation. Déjà, l'évaluation, c'est pas simplement quelques indicateurs, mais c'est bien une opération d'évaluation, c'est-à-dire comment on prend en compte la valeur. Et on voit bien que les valeurs, en fait, elles sont multiples, c'est multidimensionnel. Il y a de la valeur sur ce qui va être produit sur le territoire, de la valeur du fait qu'il y a effectivement une vie culturelle qui va être dense. Il y a une valeur sur effectivement aussi être en adéquation avec certains critères de justice, que ce soit la justice entre les territoires ou que ce soit de lutter finalement contre les inégalités qui peuvent exister par exemple dans l'accès des étudiants à l'enseignement supérieur. Donc on voit bien que les valeurs qu'on cherche à capturer, qu'on cherche à saisir ce que produit ce lien école-territoire, elles sont multiples. Et donc, elles ont du mal à rentrer dans des cases, des fois un petit peu trop étroites, des classements, bien évidemment, mais aussi d'un certain nombre d'indicateurs qui sont aujourd'hui dits d'impact. Et là-dessus, ça m'amène sur un point, sur une question qui est fondamentale. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une différence entre vouloir rendre des comptes et vouloir prendre en compte. C'est-à-dire que rendre des comptes, parfois, ça amène à produire des mesures. Par exemple, 1 euro investi va amener 7 euros de retour sur investissement. C'est quand même un chiffre colossal qui pose. Enfin, on est sur un multiplicateur ici d'investissement qui est un peu un sans précédent et qu'on ne trouve même pas sur les marchés boursiers, par exemple. Et donc, ça pose la question vraiment de qu'est-ce que nous apprend ce chiffre-là? Est-ce qu'il nous permet de comprendre l'alchimie particulière qui se joue sur les territoires et qui a des dons? C'est là où je pense qu'il y a un vrai chantier justement pour arriver à mieux comprendre et pas simplement à mieux mesurer, parce qu'on peut mesurer beaucoup de choses, mais ça ne nous permet pas toujours de comprendre qu'est-ce qui joue. Et on voit bien que ce qui joue ici, c'est quand même quelque chose de complexe, de pluriel, et dont la réponse ne va pas pouvoir être propre à l'ensemble des territoires. C'est-à-dire que si les territoires sont spécifiques, sans doute que ce qui seront les mesures aussi de la valeur créée sur ces territoires, ce qui sera la définition peut-être du bien vivre, de l'attractivité, de l'excellence, ne sera pas forcément la même d'un territoire à un autre. Et en soi, ce n'est pas vraiment un problème. Au sens où on peut penser aussi qu'à l'heure de la transition socio-écologique, il y a un vrai enjeu d'avoir des complémentarités entre les territoires et pas forcément d'avoir des territoires qui soient tous homogènes, qui fournissent les mêmes services, hein, ça a bien été dit par un des intervenants, mais d'avoir des territoires qui soient en capacité de comprendre les besoins des acteurs économiques, les besoins des étudiants, les besoins du personnel enseignant et des chercheurs, et justement d'articuler quelque chose autour de ça, pour en quelque sorte arriver à créer des plateformes de territoire qui ne soient justement pas des plateformes dématérialisées, mais qui soient des plateformes d'action et de transformation. Je vois qu'il reste 5 minutes, en tout cas sur mon chrono, donc j'imagine qu'il y a peut-être encore un tout petit temps de conclusion, donc je vais peut-être arrêter ma conclusion ici. J'espère que vous trouverez qu'elle a bien résumé les échanges et qu'en tout cas elle permettra de
poursuivre la réflexion et ces chantiers, bien évidemment, à la fois au point de vue de la CGE, mais aussi dans chacune des institutions et territoires impliqués. Quel est votre grand défi? On t'entend pas? Quel est votre grand défi pour les années à venir, pour les années 2040? Alors, si je résume mon grand défi, c'est une très bonne question. Et si je reprends chacun de mes gros 3 chantiers, le grand défi, ce serait vraiment comment on prend en compte la valeur créée sur les territoires et dans les territoires. Le fameux 1,17. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.